bienvenue pour un nouveau débriefing de François. Nous recevons Bonjour. aujourd'hui, Marianne Bory, qui est auteure d'un travail d'une ampleur considérable qui s'intitule Vaccination contre le Covid, 51 raisons et 200 études pour lesquelles elle doit être un choix librement consenti. Bonjour madame, Bonjour. merci de nous accorder du temps pour présenter C'est moi. ce travail qui est une synthèse d'une grande ampleur des différents problèmes que nous pose cette gestion de crise sanitaire qui vous pose, mais dans lequel beaucoup de gens se reconnaîtront. Comment on va essayer d'éclairer la genèse et le processus par lequel vous en êtes arrivé là? Et pour commencer, peut-être pouvez-vous vous présenter quel est votre cursus, vos qualifications, voilà. D'accord, ok. Moi, je suis docteur en philosophie. J'ai passé mon doctorat il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis éditrice en indépendant, en fait. Et, euh, et donc, voilà, je vais d'abord citoyenne et je me suis trouvée confrontée, j'étais interpellée par la question de la vaccination, à laquelle je m'intéressais pas forcément énormément. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser au début juillet quand Emmanuel Macron a laissé entendre que la vaccination serait obligatoire, enfin qu'elle serait déjà obligatoire pour les soignants et qu'elle serait de façon probablement inévitable obligatoire pour tous à terme. Donc j'ai commencé à m'intéresser véritablement à ce que c'était que ces nouveaux vaccins. J'avais quelques notions, mais assez peu. Je ne suis pas issue du domaine médical. J'ai travaillé néanmoins 10 ans au SAMU de Paris pendant la préparation de ma thèse, qui est ma thèse de philo, mais ça ne me donne pas du tout de compétences médicales plus que ça. Et donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai été un petit peu alertée par des études sur des effets indésirables, etc., sur ce mécanisme un peu nouveau. J'ai été étonnée par la rapidité par laquelle ces vaccins étaient mis sur le marché. J'ai cru comprendre que c'était pas quelque chose d'habituel, loin s'en faut. Et puis, je sais pas, quand la campagne s'est un peu progressée, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets indésirables. Ça, j'en avais déjà entendu un petit peu parler, mais sans m'y intéresser considérablement. Et puis, donc voilà, donc j'ai fait un premier travail qui était beaucoup moins complet, mais où j'ai commencé à faire ce travail d'archivage et à recenser un certain nombre de raisons pour lesquelles ça me choquait à titre individuel qu'un jour on puisse m'imposer un vaccin à un stade aussi précoce. Donc il m'a semblé qu'en plus c'est pas ce que prévoyait forcément la loi. Donc j'ai pris cette question un peu à bras le corps. J'ai interpellé les députés sur la base d'un travail un peu similaire à celui-ci, mais moins avancé, moins dense, et puis un peu plus écrit, un peu plus philosophique, on va dire. En tout cas beaucoup plus argumenté. Et puis donc le pass sanitaire a été voté. Et puis l'obligation vaccinale n'a jamais vraiment quitté les débats. C'est presque c'est presque un paradigme qui semble absolument impossible à, à modifier aujourd'hui. Donc j'ai recontacté les sénateurs lors du vote sur l'obligation vaccinale, toujours sur la base de ce travail et que je n'ai pas cherché, que je n'ai pas cessé en fait d'agrémenter. Et voilà. Et là, avec l'avis du Conseil d'État et en plus les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, voilà, j'ai essayé de finaliser ce document sous un angle un peu différent, à savoir en reprenant l'idée que soutient le Conseil d'État en formalisant enfin que l'objectif du dispositif actuel est donc d'inciter les gens à se faire vacciner, ce qui n'était pas dit jusqu'à présent officiellement en tout cas, et que compte tenu de la capacité du vaccin à protéger des contaminations, qui est une chose que absolument, enfin, dont tout le monde admet qu'aujourd'hui c'est un postulat qui est faux, je pense que ça c'est bien quelque chose qui a fait consensus aujourd'hui, et que sur ce principe-là, donc le dispositif actuel était un dispositif constitutionnel à vocation de protéger la population. Et ce que j'ai constaté moi dans mon travail d'archivage, c'est que voilà, il y a des effets indésirables, il y a des risques, et que j'estime qu'aujourd'hui, j'ai estimé en tout cas qu'il y avait matière à soutenir plutôt un point de vue un peu opposé, qui est que pour une certaine partie de la population, le vaccin pourrait peut-être être en fait quelque chose qui relève plus de la mise en danger, en tout cas. On peut en tout cas faire cette hypothèse, se poser la question.
Et que donc voilà, il y avait peut-être, moi je peux pas accéder au Conseil constitutionnel, mais qu'il y avait peut-être un matériau à mettre à disposition aussi de certains juristes, et puis surtout alerter les parlementaires, les sénateurs, puisque pour la partie députée, ça y est, c'est fait, mais pour les sénateurs, pour les alerter sur la réalité des risques voilà, mais tout ça sur la base de données sourcées, de faits, enfin de faits non, c'est pas des faits, c'est des risques, mais de risques documentés, voilà, pour les alerter sur le fait que peut-être effectivement le débat n'était pas aussi simple qu'il me paraissait au premier abord, voilà. Alors, votre document, Donc il y a vraiment un travail porte. d'archivage effectivement qui m'a pris beaucoup de temps, mais bon, voilà, l'objectif c'est de constituer une sorte de base scientifique, en tout cas pour voilà, qu'on prenne conscience que beaucoup d'articles, beaucoup d'études documentent des risques qui se réaliseront ou pas, mais voilà, qui devraient être pris en compte, en tout cas, Mm. dans un arbitrage de vaccination. Alors, effectivement, il y a une quinzaine de pages de références à la fin. Oui, Euh, sur la méthode avec laquelle vous avez travaillé, puisque donc il y a 51 raisons, on le rappelle, aussi variées que je prends par exemple la huitième raison, immunité naturelle, pourquoi la sacrifier. Vous revenez sur des sujets, vous balayez tous les grands enjeux de cette vaccination de masse, les anticorps facilitants, l'immunité collective, la saturation hospitalière. Vous êtes intéressé à l'ARN messager, vous êtes intéressé à tous les éléments de ce kaléidoscope scientifique et oui, en les résumant dans des grandes parties. Donc la première s'intitule L'inoculation de vaccins géniques sans bénéfice individuel avéré et contraire à l'éthique et au principe de prudence. Ensuite, vous vous étendez sur l'impasse du dispositif sanitaire actuel, la vaccination de l'ensemble de la population, pourquoi elle n'est pas justifiée épidémiologiquement. Et la dernière, non, et ensuite, la partie suivante, pardon, d'autres outils existent, mais le gouvernement refuse de les utiliser. Les risques vaccinaux, une atteinte à la santé individuelle et à l'intérêt supérieur de la nation. Et enfin, la dernière partie avant la conclusion s'intitule Consentement éclairé, thérapie génique, les contraintes légales d'une obligation vaccinale. Alors, vous qui êtes philosophe de formation, vous êtes habitué à, à faire des recherches très poussées, à documenter et à brasser un énorme volume de références et de textes. Donc sur le plan de la technique pure, peut-être que c'était un exercice dont vous étiez familière. Mais oui. qu'est-ce qu'il y a de différent dans un champ de connaissances aussi vaste et étranger, ou en tout cas qui est moins votre univers au départ? Euh, euh, c'est vrai que je ne prétends absolument pas apporter une vérité scientifique. C'est pas du tout, ce serait de l'imposture. C'est pas du tout mon propos. Par contre, c'est vrai que, alors, j'ai un point d'entrée qui a été de fait les réseaux sociaux. Enfin, je suis abonnée Twitter, donc je vois passer un certain nombre d'informations. Et alors peut-être contrairement, enfin, ce que beaucoup de gens ne s'imaginent peut-être pas, Twitter c'est pas que des vidéos de chats et des appels à la haine. Il y a aussi des comptes institutionnels, des comptes de chercheurs qui publient des données, qui publient leurs travaux. Et c'est un point d'entrée. En fait, je n'en vois pas vraiment d'autres. C'est un point d'entrée pour avoir accès à des publications. Moi, je suis pas abonnée au Lancet, je suis pas abonnée au JAMA, je suis pas abonnée à Nature. Donc, je suis pas abonnée à toutes les revues, ce qui serait absolument ingérable. Je suis pas dans un contexte professionnel, donc j'ai pas ces abonnements. Voilà, donc j'ai pas accès à cette information-là autrement que par les choix que j'ai faits d'abonnement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où effectivement je reçois régulièrement des informations de médecins qui sont d'une sobriété totale, des liens vers des revues. On peut aller on peut s'y référer ou pas, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc, effectivement, j'ai collecté, euh, j'ai des centres d'intérêt, j'ai des gens dans mon entourage qui ont, par exemple, des pathologies, des pathologies chroniques. Donc, quand je vois qu'il y a une information sur le vaccin et cette pathologie, je m'y intéresse. Donc, j'ai recueilli un nombre d'études assez effectivement considérable. Et puis après, donc effectivement, il y a le découpage, la structure du document, elle s'est faite assez naturellement. Il y a effectivement le contexte de l'autorisation de mise sur le marché, alors qui a été un peu caricaturé dans le sens où
on utilise un raccourci qui est participer à un essai clinique, expérimentation, la notion des cobayes. Donc j'essaie d'être un peu plus précise dans les termes et donc d'expliquer en fait quel est le contexte et effectivement ce que c'est que l'AMM conditionnel, à savoir c'est un contexte où nous ne disposons pas, le laboratoire, les laboratoires ont fait un certain nombre d'allégations sur les performances du vaccin, ce qu'ils en attendaient. En l'occurrence, c'est quand même assez cocasse. En l'occurrence, conférer une immunité forte et robuste. Voilà, donc je crois on s'apprête à faire la 4e dose, donc je ne sais pas si on est encore dans ce cadre-là, qui protégerait l'arrivée de vagues pandémiques. Il paraît qu'on est à la 5e vague, donc je ne sais pas si la performance a été là, et qui apporterait donc une baisse de la mortalité. Je crois qu'il y a 170% de décès depuis l'arrivée du vaccin, qu'il y en a eu sur la première partie de la pandémie avant l'utilisation des vaccins, dans un contexte où normalement la mortalité décroît. Bon bref, donc ça permet de donner ce cadre que ces performances, ces garanties qu'apportait le laboratoire permettaient de s'affranchir du manque de données, d'un manque de recul. Voilà. Et donc voilà, j'ai précisé ce point-là parce que il est clairement précisé qu'on est dans un contexte où on n'a pas de recul, il manque des données de sécurité, mais que ce que l'on peut attendre du vaccin nous permet de faire cette impasse, cette entorse au protocole de sécurité habituel. Voilà, et puis alors donc en fait toute la première partie c'est le traitement en fait des effets indésirables actuels, connus, enfin connus, suspectés, observés, concrétisés par de la pharmacovigilance, et puis tout un ensemble d'études qui dessinent un ensemble de risques qui sont plus ou moins identifiés, voilà, que certains chercheurs pensent avoir identifié. Voilà, et puis ensuite, effectivement, et je pense qu'il y a un cadre juridique voilà, il y a beaucoup de textes de loi qui viennent s'entrechoquer avec une obligation vaccinale, même déguisée. Voilà, puis donc quelques points d'intérêt particuliers. Puis évidemment, la structure du document s'est faite de façon assez naturelle. Et c'est surtout, en fait, je pense que c'est ce point-là, je voulais pas du tout tomber dans, c'est pas du tout je n'ai pas voulu chercher à faire passer comme message que le vaccin était un danger absolu pour tout le monde. Je voulais vraiment, par contre, faire prendre la mesure de la nécessité de respecter le consentement éclairé de chacun, que chacun puisse se positionner en fonction des risques dont jusqu'à présent on nous dit qu'il n'existe pour ainsi dire pas. Ouais. Donc j'ai voulu rectifier ce qui pour moi est une contre-vérité en fait. Voilà. Et alors vous avez mentionné que vous travaillez notamment avec Twitter, qui est effectivement une mine d'informations Oui. pour peu qu'on en tire le meilleur. Oui, voilà. Est-ce que, Twitter ou pas d'ailleurs, mais Twitter est un bon exemple de ça, est-ce que vous êtes prémuni des biais de perception que peuvent susciter ou encourager ou aggraver les algorithmes qui vous confortent souvent facilement dans une bulle de gens qui pensent la même chose? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez écarté des choses qui vous plaisaient pas ou pour votre travail? Oui, il y a des interventions, enfin, il y a tout un tas d'informations qui sont pas forcément suspectes, mais invérifiables, qui sont donc voilà, dont j'ai, enfin, vis-à-vis desquelles j'ai pris une certaine distance. Maintenant, je suis tout à fait consciente, par exemple, effectivement, quand il y a une étude qui parle, par exemple, d'un risque, par exemple, de maladie de Creutzfeldt-Jakob, je suis pas sûre que ce soit suffisant pour l'exhiber et en conclure à une alerte dont il faudrait se soucier. Par contre, effectivement, quand il commence à y avoir un certain nombre d'études qui constituent une sorte de réseau qui reconstitue à elle seule, par exemple, une sorte de signal, que les auteurs sont des auteurs de référence. Je n'ai pas forcément enquêté sur tous les auteurs, mais voilà, j'estime que ça peut être mis sur la table et que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être
qui peut être balayé d'un revers de la main. D'autant qu'il y a quand même une chose qui est pas forcément dite très très souvent, mais qui est quand même un peu aussi le fond du problème pour la pharmacovigilance. Donc oui, il y a une règle, par exemple, en pharmacovigilance. Alors effectivement, pour les effets indésirables, c'est souvent une objection qui est faite. Pas se laisser impressionner par le volume des effets indésirables voilà, qui ne sont pas attestés. Donc je sais pas si c'est pas forcément un biais, mais on oublie un détail, par exemple, qui est que la pharmacovigilance, par exemple, lorsqu'un médicament rentre dans le cadre où il pourrait être considéré comme un effet indésirable, normalement, la règle qui est appliquée en pharmacovigilance française est qu'on doit rechercher la cause du décès et, à défaut de trouver, enfin, on exclut le médicament qu'à partir du moment où une cause certaine autre que le médicament ou le vaccin a été identifiée. Donc en fait, et dans les cas de décès actuellement, en fait, on n'a jamais ce retour sur les effets indésirables qui pourraient être exclus. Et en fait, de fait, il y a un nombre considérable d'effets indésirables qu'on retrouve dans les bases de pharmacovigilance qui sont de fait, où la responsabilité du vaccin n'est jamais totalement écartée. Donc alors, c'est un par exemple, dans le cas de la pharmacovigilance française et des données qui sont rapportées par l'ANSM, il y a un certain nombre de cas qui seraient, par exemple, attribuables au vaccin et qui ne sont pas pris en compte et qui ne donnent pas lieu, donc, à une mise en garde suffisante. Donc, si on prend des exemples particuliers de types d'effets indésirables, j'évoquais la maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple. Effectivement, quand on se balade sur les réseaux sociaux, on va trouver effectivement une information qui est un petit peu éparse, qui n'est pas forcément suffisante à suspecter qu'il puisse y avoir un problème. Donc effectivement, si on prend cet exemple-là, si on ne croise qu'une information comme celle-ci, tiens, quelqu'un relate un cas de maladie Creutzfeldt-Jakob qui pourrait être lié au vaccin, ce serait malhonnête, je pense, de la mettre en valeur, de communiquer, par exemple, si c'était le cas, de communiquer sur cet événement-là et de considérer que le vaccin va forcément induire des cas de maladie Creutzfeldt-Jakob. Maintenant, effectivement, ce que moi j'ai pu faire, je prends cet exemple parce que c'est vraiment un effet indésirable qui m'a intéressée, sur lequel j'ai fait un petit travail qui est où alors je ne sais pas si je me suis affranchie de biais, mais j'essaie de faire un travail qui soit le plus intègre possible. Je suis partie de ce point d'entrée, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé des études absolument majeures, notamment une étude produite par une chercheuse du MIT, et je me suis rendu compte qu'il y avait une dizaine d'études qui documentaient ce risque-là. Ouais. Voilà, des études et donc effectivement, j'ai constitué un ensemble de données qui n'ont pas été par exemple produites sous le coup d'une alerte Twitter sur un cas. Je pense par exemple à Marc Goyer. À Marc Goyer, voilà. Donc j'ai avoir reçu, donc il y a le mari sa femme Morissette a été victime de cette maladie et il l'impute au vaccin. Et suite à son appel à témoignage, il dit avoir reçu plus d'une vingtaine de témoignages associés qui aussi suspectent cette maladie suite à une vaccination Covid. Voilà. Et moi, le traitement, par exemple, que j'en ai fait, c'est pour donner un peu une idée du travail qui a pu être fait. J'ai cité juste à titre d'information que il y avait donc effectivement certains cas étaient relatés, mais ce sont plus de précision. Par contre, effectivement, ce que j'ai cherché à faire en appui, moi, c'est effectivement aller me renseigner sur ce que disait actuellement la littérature scientifique sur ce problème-là. On se rend compte effectivement que ce problème, il est mentionné dans les documents de l'Agence européenne du médicament. Donc après, voilà, c'est juste, voilà, ça permet de documenter un risque et de considérer que peut-être qu'une personne qui va se faire vacciner doit savoir que peut-être ce risque existe, peut-être il n'existe pas. Partant du principe que on n'est pas rationnel dans nos choix. Moi, je suis quelqu'un j'ai fumé. Je ne peux pas dire décemment que je méconnaissais les risques, mais je parle depuis. C'est un exemple comme un autre. Il y a plein de comportements. On a tous des comportements à risque. On les connaît. On accepte de les prendre.
Et c'est un petit peu ça le cœur du consentement libre et éclairé. C'est voilà un arbitrage qui doit être fait in fine. Et voilà donc mettre sur la table des risques en mettant effectivement des précautions. Voilà, il n'y a pas d'affirmation d'un risque certain. Mais voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Eh bien, je crois que vous avez réussi votre mission, en tout cas pour tous ceux qui se reconnaîtront en vous, qui veulent peut-être un, une synthèse claire et à jour de l'état de la connaissance qui n'a jamais été aussi foisonnant et contradictoire que pendant cette crise sanitaire. Votre document qu'on mettra donc à disposition dans Super. l'article en PDF est une lecture accessible à tous, je pense, et riche. Ça vous a pris combien de temps vous Ben, en avez à fait, mesurer en travail? enfin, dilué, mais je ne saurais pas chiffrer le travail. Mais je vous dis, ça a vraiment commencé au mois de juillet. Et puis, c'est un peu un travail quotidien, en fait. Enfin, pas quotidien, mais Ouais. en tout cas, la veille, voilà, il y a un travail de veille. Et puis, par contre, la réalisation de l'écriture, bah, disons, depuis qu'Emmanuel Macron nous a Oui. laissé, enfin, depuis qu'il y a l'annonce de ce projet de passe vaccinal, c'était assez court, c'était pendant les fêtes. J'ai passé beaucoup de temps, ouais, ouais. Ouais. Donc Et depuis puis il y a un presque. point, Excusez-moi. il y a un point que je voulais, je veux Oui. enfin, vraiment j'insiste parce que je pense que c'est important. Les personnes qui iront lire, je pense que c'est important qu'elles regardent vraiment la conclusion et le consensus scientifique actuel qui existe je peux pas me permettre de porter d'avis sur la stratégie vaccinale, mais malgré tout voir effectivement les autres choix qui ont pu être faits dans le monde, et notamment une question qui est la grande tabou aussi de la campagne de vaccination, c'est la question des traitements. Voilà, savoir juste, voilà, il y a des informations, ceux qui ont envie de savoir, ceux qui ont envie qui se posent des questions, puisque j'ai quand même l'impression que la question du vaccin, c'est beaucoup une question faite par défaut, puisqu'on n'a Mm. pas d'autre solution. De toute façon, on doit bien s'accommoder voilà. Donc, ceux qui se posent la question de savoir s'il y a d'autres solutions, peut-être qu'ils vont trouver la réponse dedans. Voilà. Entendu. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. C'est Donc, moi. je rappelle le titre de votre document, Vaccination contre le Covid, 51 raisons et 200 études, et 200 études, pour lesquelles elle doit être un choix librement consenti. Merci Ben, c'est beaucoup, super. Marianne. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Au Merci. revoir.